Salut et bienvenue à ce qui est déjà notre quatrième podcast sur le plan d'action pour le climat. Notre discussion aujourd'hui tourne autour du troisième chapitre, bâtiments et aménagement du territoire. Je suis Jonas. Et je suis Laurence. Et nos invités aujourd'hui sont Anja Kolmus, Axel Schubert et Jakob Schneider. À vous de vous présenter et de nous dire à quelle section du chapitre vous avez contribué. Je suis Anja Kolmus et ma contribution était centrée sur la partie, ou plutôt le chapitre bâtiment. Je m'appelle Axel Schubert, je suis architecte et urbaniste, mais je suis maître de conférences à la Haute École spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse et j'ai contribué en tant qu'expert, un expert parmi d'autres, faut-il préciser, à la section mobilité ainsi qu'à la section aménagement du territoire dont on va parler aujourd'hui. J'apprécie énormément votre travail. Je vous remercie de m'avoir invité à contribuer en tant qu'expert et j'espère que nous avons pu apporter une contribution de valeur. Bonsoir, je suis Jakob Schneider et je suis architecte. Je travaille à Bâle comme gestionnaire de projet et je suis aussi gérant d'une entreprise. Et je m'engage également dans l'association Architects Future et Countdown. Ça fait à peu près 2 ans que je m'aventure sur le terrain de la durabilité climatique en me posant la question de la pertinence de cette durabilité climatique pour la réalité quotidienne de notre travail comme architecte. Plus je réfléchis, plus je trouve que c'est une urgence. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus l'engagement personnel gagne en importance car je reconnais que le monde que nous léguons à nos enfants ne sera pas très viable, pas très chouette. Donc je m'engage pour que la génération suivante puisse bien vivre dans un monde viable. Le chapitre bâtiments et aménagement du territoire nous invite à développer un mode de vie plus communautaire et plus durable. On propose de rénover les bâtiments pour respecter les normes écologiques et créer plus d'espace dans les rues et les parcs pour les jeux et les loisirs. Ces espaces deviendront plus verts et par conséquent moins chauds. Il y a deux aspects fondamentaux pour réaliser cette transition. Il ne faut pas créer des structures nouvelles, mais restructurer l'existant, donc rendre tous les bâtiments neutres en CO2. Toutes ces étapes nous font avancer vers l'objectif de la justice climatique. Anya, veux-tu nous donner un aperçu des problèmes dans le secteur des bâtiments? Avec plaisir. Le secteur des bâtiments est responsable d'un quart des émissions intérieures en Suisse. Nous utilisons encore beaucoup de mazout. 40% de l'espace habité est encore chauffé ainsi et approximativement un quart avec le gaz naturel. Ce n'est pas compatible avec la préservation du climat qu'il nous faut. Commençons avec les mesures. La mesure 3.1 exige un moratoire sur les nouvelles infrastructures jusqu'en 2030. Est-ce que tu peux nous expliquer en bref à quoi cette mesure sert? Oui, c'est une proposition radicale. Nous partons du principe que pour transformer tout le parc immobilier du pays, en remplaçant le chauffage, en assainissant les bâtiments, il faut beaucoup de capacités. Nous avons besoin d'un grand nombre d'ouvriers et d'architectes. Donc l'idée derrière cette proposition est de ne pas bâtir pendant 20 ans
ou jusqu'en 2030 plutôt, pour garantir qu'on ne construise aucun nouveau bâtiment qui aura un impact négatif sur le climat, pour garantir qu'il n'y aura pas de nouvelles routes, tout en rénovant le parc immobilier existant et en remplaçant les systèmes d'approvisionnement énergétique. Oui, on peut faire des exceptions pour des bâtiments dont il y a un besoin criant, que ce soit des écoles, des hôpitaux ou peut-être des projets pilotes pour démontrer qu'on peut construire de manière positive pour le climat. Donc, pas seulement des projets qui n'émettent pas de CO2, mais qui l'absorbent également. Ces projets seraient permis, mais pour tout le reste, il y aura une pause de construction de 10 ans pour garantir que nous aurons la capacité financière et la main-d'œuvre pour assurer un bon lancement d'une nouvelle phase dans la construction. Alors, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais mon interprétation serait que l'objectif est d'être sûr que le parc immobilier existant ainsi que les nouvelles constructions seront compatibles avec les exigences de l'avenir. Ce n'est pas exactement un moratoire en premier lieu. Il s'agit en premier lieu d'assainir le parc immobilier pour être neutre en matière climatique. Nous ne prévoyons pas d'interdire la construction de structures qui contribuent à la réduction des émissions ou qui font une contribution positive. Donc, je dirais qu'il ne faut pas le concevoir comme interdiction de bâtir, mais plutôt comme une interprétation stricte des dispositions qui garantissent la protection du climat. Donc, les travailleurs du secteur de la construction ne se retrouveront pas au chômage d'un jour à l'autre. Il n'y a pas lieu de se préoccuper pour elles alors? Tout au contraire, aujourd'hui, seulement un pourcentage du parc des bâtiments a été rénové, mais je suis convaincue que ça va rapidement changer. Avec l'adoption de la nouvelle loi sur le CO2, des améliorations significatives seront obligatoires. Nous serons obligés de développer le photovoltaïque et l'approvisionnement énergétique en général, ce qui va créer énormément d'emplois. Mais je crois qu'il faut faire attention à la manière de formuler la question. Ce qui importe n'est pas d'avoir un emploi, mais que l'activité que l'on fait soit utile. On ne veut pas seulement trouver un emploi, mais aussi trouver du sens dans sa vie. Restructurer notre parc immobilier pour atteindre nos ambitions climatiques a du sens. C'est même essentiel. L'Office fédéral de la statistique prévoit une augmentation de la population de 20% d'ici 2050. Comment peut-on y faire face sans construire de nouveaux immeubles? D'une part, j'ai déjà évoqué que ce ne sera pas un moratoire complet. Il sera encore possible de construire. Et d'autre part, il faut garder à l'esprit que la surface habitable moyenne est de 46 mètres carrés par personne et elle est en augmentation constante. Et en fait, la population des grandes villes comme Zurich et Bâle n'a pas augmenté depuis les années 60, alors que la construction est en croissance. Il faut savoir qu'on n'aurait pas besoin de tant de construction si l'espace habitable dans les bâtiments était utilisé plus efficacement. Ça serait une approche prometteuse.
Ça veut dire qu'on réaménagerait l'espace pour intégrer plus d'habitations dans un immeuble collectif? C'est difficile de dire exactement quelles mesures seraient possibles où, mais il y a toute une gamme de mesures à prendre pour mieux utiliser l'espace habitable. Il y a une étude de la Haute École spécialisée de Lucerne qui nous montre que 10% de celles et ceux qui habitent une habitation de taille excessive souhaitent déménager dans un espace plus petit, mais en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils et elles ne le font pas. Pour y remédier, on pourrait instituer un programme de soutien. On pourrait les aider à déménager. On pourrait introduire des incitatifs économiques comme une taxe incitative. Ben, tout cela pourrait nous permettre d'utiliser plus efficacement l'espace habitable qui est disponible. C'est aussi un problème de distribution de l'espace habitable. Les plus de 70 ans, les plus âgés de 70 ans ont presque 80 mètres carrés. C'est loin au-delà de la moyenne et ça démontre qu'il y a certainement de la marge pour utiliser le parc existant de manière plus efficace. Et donc, ça, c'est une réponse à l'enjeu de la croissance démographique. Si on utilise l'espace habitable plus efficacement, il faut moins de nouvelles structures. Le moratoire est limité à l'année 2030. Donc, vous avez des idées pour la solution qui vient après? Je crois que nous ne devrons pas abandonner ce chemin. L'avenir, c'est la construction positive en matière du climat. Une autre revendication est l'interdiction et le remplacement obligatoire des systèmes de chauffage électrique ou qui utilisent des combustibles fossiles. Comme j'ai déjà évoqué, nous avons encore beaucoup de systèmes de chauffage qui utilisent les combustibles fossiles et ils doivent être remplacés. C'est parmi les idées les moins radicales du plan d'action climatique. Le plan revendique qu'il soit remplacé plus rapidement qu'exige la loi sur le CO2. Si nous voulons vraiment être neutres en CO2 en 2030, cela implique qu'il ne faut pas remplacer exclusivement le chauffage en fin de vie, mais aussi les chauffages qui sont encore en bon fonctionnement pour installer une nouvelle technologie neutre en CO2, comme par exemple une pompe à chaleur. Mais les pompes à chaleur sont effectivement une technologie qui nécessite beaucoup d'énergie électrique. Comment penses-tu qu'on pourrait générer cette énergie? Quelles alternatives au mazout seraient concevables? Quelles alternatives existent déjà? Ah, c'est Anya. Les pompes à chaleur sont en effet une bonne solution parce que l'énergie
peut être généré par des panneaux solaires sur le toit du bâtiment. Oui, je vois qu'on a besoin d'énergie pour lancer les pompes, mais les quantités sont telles qu'on peut la générer avec des panneaux solaires. Le chauffage collectif est une alternative, mais il faut reconnaître que la chaleur est générée en premier lieu par la combustion des déchets et donc il faut s'assurer que le CO2 produit soit capturé et séquestré. Comme ça, le chauffage collectif est une bonne alternative au mazout. En fait, il est déjà, mais pour être neutre en CO2, il faut que le CO2 soit absorbé. La géothermie a un potentiel important. Serait-elle une bonne alternative? Je dois avouer que je n'ai pas de chiffre exact en tête pour la géothermie, mais le potentiel du solaire en Suisse est beaucoup plus grand. Le potentiel d'énergie éolienne, par contre, est assez limité en Suisse, mais il y a toujours la possibilité de l'importation. Mais en tout cas, c'est l'énergie solaire qui a le plus grand potentiel. Nous allons maintenant passer à la mesure 3.6 qui propose d'encourager la rénovation des bâtiments en location. Tu peux nous dire pourquoi les bâtiments en location représentent un problème par rapport aux bâtiments privés? Ben, en cas de location, c'est souvent plus difficile de créer des incitatifs nécessaires pour remplacer un système de chauffage, parce que si cela entraîne une baisse de coût du chauffage à long terme, c'est le ou la locataire qui en profite, parce que c'est lui ou elle qui paye le chauffage, alors que c'est le ou la propriétaire qui est responsable de l'installation du système. Donc, c'est un exemple du problème de motivation partagée. La personne qui finance l'installation n'est pas celle qui en profite. Donc, quand on parle de l'amélioration de l'isolation, on est face au même problème. C'est le ou la propriétaire qui la finance, mais c'est le ou la locataire qui en profite. Sauf si le ou la propriétaire décide d'augmenter le loyer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut des incitatifs pour tout le monde, ainsi que des lois qui établissent des normes écologiques auxquelles tous les acteurs doivent se conformer. L'installation de l'isolation implique souvent une restructuration du bâtiment sur grande échelle et implique parfois l'augmentation des loyers. Quelles mesures peut-on prendre pour éviter l'augmentation des loyers? Il faudrait mettre une limite à l'augmentation permise. Donc, il faudrait définir combien le propriétaire peut augmenter le loyer suite à un assainissement. La mesure 3.4 exige que les lois et les normes de construction soient modifiées pour correspondre à l'objectif de zéro émission nette. Tu peux expliquer cette mesure pour un ou une non initiée? Dans ma vie professionnelle, j'observe que le travail des architectes est dicté en grande partie par les lois et que ces lois nous laissent très peu de marge de manœuvre pour réaliser des solutions innovantes qui pourraient améliorer notre qualité de vie. Prenons par exemple les quartiers sans voiture. Il y a de nombreux cantons qui exigent un certain nombre de places de stationnement, ce qui entraîne la construction de parkings souterrains qui n'ont aucune utilité. Et ce qui les rend particulièrement problématiques est que la construction souterraine est très intensive en émissions de CO2. Donc les lois qui prescrivent une structure qui sera moins nécessaire à l'avenir représentent une entrave importante à la réalisation des objectifs climatiques.
Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a de nombreuses autres lois qui sont problématiques. Et la situation législative en Suisse est complexe. Il y a des lois énergétiques au niveau cantonal, ainsi que des lois du travail au niveau national, et des codes du bâtiment très locaux qui relèvent largement des communes. Les règles sont très peu souples, les plans de construction nous laissent peu de liberté. Donc aujourd'hui, nous savons beaucoup mieux qu'avant comment façonner la ville durable de l'avenir. Mais avec les règles en vigueur, il est impossible, ou au moins presque impossible. Comment proposez-vous de modifier la loi sur la construction au niveau fédéral, cantonal et local? Il y a 2 ans, l'électorat a rejeté l'initiative contre le mitage. Quelle chance avons-nous de convaincre les gens d'aller dans cette même direction à seulement 2 ans de cette votation? Le cap dans son ensemble est très ambitieux et la question si les mesures sont réalisables dans le contexte du climat politique actuel reste alors très ouverte. En fait, le moratoire sur la construction n'est pas du tout parmi les mesures les plus difficiles à faire accepter. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est pertinent comme question. Le CAP a été conçu pour démontrer ce qu'il faut faire si on prenait l'objectif de zéro émission nette en 2030 vraiment au sérieux. La mesure 3.7 propose d'instaurer l'archivage numérique et de créer un marché des composants pour soutenir la construction circulaire. Comment fonctionneraient ces marchés concrètement? D'un côté, on développerait les marchés existants. Il y a déjà des plateformes, des endroits où les matériaux de construction, comme les portes, les panneaux et d'autres composants, sont recyclés. En plus, il faut que les nouvelles structures conçues soient modulaires. Il faut que les composants, que l'intérieur soit conçu de telle manière et il faut maintenir un registre des composants pour qu'on sache que dans 5 ans, disons, il y aura cette porte-là qui sera remplacée et que donc d'autres acteurs puissent récupérer et réutiliser les vieux matériaux. Cette mesure s'applique à 2 scénarios différents. Le premier scénario est très local. Il y a une démolition qui libère des matériaux qui puissent être réutilisés. Ce concept est très proche de celui de la vente de vêtements d'occasion. L'autre approche est numérique. Nous assistons à une numérisation importante dans le secteur de la construction et ailleurs. Et nous constatons que les données BIM nous permettent de suivre l'emplacement des composants dans les bâtiments à long terme. L'outil Madaster nous permet de jumeler 2 structures pour savoir où on peut réutiliser ces composants et nous pourrons également prévoir quand ils seront recyclés.
Donc, on pourra même les vendre avant la démolition du bâtiment. Ça nous permet de réutiliser une plus grande proportion de la structure et d'économiser en énergie et émissions grises par conséquent. Est-ce que tu peux nous expliquer les termes BIM et Madaster? BIM veut dire Building Information Modeling. C'est une technologie qui est de plus en plus utilisée pour planifier les applications des bâtiments. Ce n'est pas juste une question de modéliser en 3D, mais aussi de doter ces composants d'informations. Par exemple, on dit: «Ce composant est une pièce de bois de telle ou telle essence d'arbre, qui contient telle ou telle quantité de CO2, qui a telle ou telle valeur». Puis, on peut ajouter les dimensions de ces composants et plein d'autres informations encore. Puis, Madaster, c'est une plateforme. Pour autant que je sache, elle a été créée aux Pays-Bas, mais ne me prenez pas au mot. En tout cas, c'était dans un pays du Nord où la numérisation est plus avancée. C'était là qu'on avait l'idée de prendre les données 3D générées au stade de la planification et les tenir à jour tout au long du cycle de vie du bâtiment et ensuite les utiliser pour mieux gérer la démolition et le recyclage des composants. Donc, cette archive numérique des composants est une solution possible? Oui, exactement. Et quels incitatifs supplémentaires faut-il pour que les constructeurs et les constructrices utilisent effectivement les matériaux des anciennes structures? Je crois qu'il faut tout un paquet de mesures, y compris une taxe incitative sur le CO2 suffisamment élevée pour que les nouveaux matériaux coûtent bien plus cher que ceux qui sont recyclés. Dans certains cas, on pourrait éventuellement permettre seulement l'usage de nouveaux matériaux. Il y a certainement beaucoup de mesures et idées prometteuses à mettre en place. Maintenant, nous allons passer à la mesure 3.3, qui propose la promotion des biomatériaux de construction. Quels sont les matériaux dominants dans le secteur de la construction maintenant et quels problèmes posent-ils? Avec l'industrialisation et l'avènement de la modernité, nous avons assisté à une disponibilité croissante de nouveaux matériaux comme le béton, les briques, les métaux et le verre. La construction du passé, ainsi que celle d'aujourd'hui, dépendaient et dépendent largement de ces matériaux. Et il faut garder à l'esprit que le béton représente 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est plus que le secteur aérien. En Suisse, la part du béton est d'environ 4%.
Donc le choix des matériaux de construction qu'on choisit aujourd'hui relève d'une importance essentielle. L'opération des chantiers peut être conduite de manière neutre en CO2 et c'est ancré dans la loi sur le CO2. Donc une grande partie du problème peut être résolue par des moyens techniques qui peuvent être appliqués immédiatement et ils sont effectivement appliqués. Toutefois, les émissions grises continuent à représenter un gros problème. Une grande part des émissions de CO2 relève de la préparation des matériaux. Pour y remédier, il faudrait démontrer le potentiel de la construction positive en matière du climat, ainsi que le potentiel des biomatériaux, tels que la paille, le bois, le chanvre, et selon les régions aussi d'autres matériaux, comme le bambou, qui ont le potentiel de séquestrer le CO2 et permettre aux villes de devenir temporairement des puits de CO2. Et si nous commençons à bâtir et isoler mmh, plus de cette matière, isoler plus de cette manière sur plus grande échelle, nous pouvons séquestrer du CO2 sur le long terme. Si après le cycle d'usage des matériaux, on réutilise ces matériaux heu, dans d'autres bâtiments, le CO2 reste séquestré. Un jour peut-être, on espère qu'on pourra le libérer pour l'employer dans une centrale électrique équipée de technologies de capture et séquestration de carbone pour qu'il sorte du cycle. En tout cas, les puits de carbone représentent une contribution importante à la création d'une culture de construction positive en matière du climat. Passons maintenant à la mesure 3.8, qui propose une classification du sol en tant que compromis entre la protection du sol et le développement. Est-ce que tu pourrais nous clarifier selon quels critères les points de classification seraient attribués? Oui, avec plaisir. Tout d'abord, on va peut-être se demander pourquoi la classification du sol fait partie du plan d'action climatique. C'est important de partir d'une compréhension de l'importance du rôle du sol comme base du renouveau de notre société. Nous vivons du sol. Ce que la nature nous offre pousse sur le sol. Oui, peut-être pas tout, il y a aussi des poissons dans les eaux, mais le sol reste essentiel pour l'agriculture et les carburants. Ici, il faut être assez critique en fait, vu que les biocarburants concurrencent l'alimentation, mais ainsi que pour nous fournir des ressources pour la construction et l'assainissement des bâtiments. Donc le sol et notre rapport au sol sont essentiels. Et dans l'urbanisme, il y a les différentes approches à la valorisation du sol, parmi lesquelles la création d'un indice sur la base de points, une méthode rarement utilisée en fait, qui reflète la qualité et la performance du sol. L'indice nous permet d'analyser les différents sols pour identifier le meilleur endroit pour une installation solaire, par exemple. L'indice peut comporter beaucoup de critères. Il y a à peu près 70 critères possibles qui sont souvent très techniques. Le contenu en argile, la texture, le contenu en humus, le pH, la porosité à l'eau, la poussière, l'humidité. Donc cet indice peut nous servir de base pour les décisions dans la construction si on n'a plus d'espace ex-industriel disponible. etwa 70 verschiedene Beurteilungsmöglichkeiten, wie man das, nach welchen Kriterien man da einen Boden beurteilen könnte. So die gebräuchlichsten sind Tongehalt, so Texturen, Humusgehalt, pH-Werte, aber auch so Merkmale mit Wasserleitfähigkeit, Stauch, Rundnässe. Also das sind dann recht vielleicht auch technische Sachen, aber um die Fragen geht es. Und danach kann man dann Boden
hier könnten wir vielleicht eher, wenn es keine umnutzbaren industriellen Flächen gibt, hier könnten wir vielleicht eher einen Boden in Anspruch nehmen und da müssten wir tunlichst die Finger davon lassen. Donc, les facteurs relèvent primairement de la nature ou est-ce que les critères humains et sociaux sont également pris en compte? Les points attribués pour l'indice du sol reflètent effectivement la qualité du sol, mais nous sommes également confrontés au phénomène de l'érosion du sol. Notre agriculture érode des quantités énormes de sol. En plus, le rythme de l'érosion est beaucoup plus rapide que la régénération permet de remplacer. Donc, pour garantir un développement durable à l'avenir, il est essentiel de prendre soin du sol. Essentiell für unsere zukünftige Entwicklung. Et cet indice serait un indicateur généralisé, pas applicable spécifiquement à certaines zones ou Il y a en fait plusieurs approches possibles. Une approche classique est celle de Stuttgart et de ces régions, mais dont les principes pourraient probablement être appliqués par Berne et par les cantons aussi. Donc, il y a des différents modèles de gestion. Mais à la base, ce qu'il faut, c'est une réduction stricte du développement, de l'usage du sol. Et donc, je pense que ce sont plutôt les cantons qui doivent voir où on peut restreindre la demande. Vorstellen, ist es eher eine kantonale Sache, zu schauen, wo bei Bedarf so ein Instrumentarium auch zur Anwendung kommt und wie. Ok. Alors maintenant, je propose de passer à la mesure 3.9. Pour tous les projets d'aménagement du territoire, en cours ou futur, nous proposons d'exiger des preuves qu'ils vont dans le sens de l'objectif zéro net en 2030. Cela implique une étude d'impact climatique pour tous les projets. En quoi consisterait une telle étude d'impact? Il y a plusieurs mesures dans le CAP qui concernent les études d'impact climatique ou les études de compatibilité climatique, entre autres dans le chapitre sur les mesures intersectorielles. Cette mesure-ci répond à la complexité de l'urbanisme. La loi sur la protection de l'environnement prévoit déjà des études d'impact environnemental qui sont réglées par des ordonnances. Nous pensons qu'il faut les complémenter avec des études sur le CO2 et les gaz à effet de serre. À l'instant, ces éléments ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne sont pas considérés suffisamment nuisibles selon le droit actuellement en vigueur. Donc, des études sur les gaz à effet de serre seraient d'une grande valeur dans l'urbanisme pour identifier les effets des gaz à effet de serre dans la construction en prenant en compte les émissions grises et dans l'opération du bâtiment. Et cet aspect devrait inclure non seulement le chauffage, mais aussi la mobilité induite. Ces études sont particulièrement pertinentes dans le contexte de l'économie circulaire et d'une conception holistique du projet sur tout le cycle de vie du bâtiment. Une analyse holistique des gaz à effet de serre nous permet d'analyser les différents projets et variantes des projets. Je voudrais juste préciser à ce stade que les études prévues à l'heure actuelle ne concernent que les installations. En Europe, il y a des analyses environnementales donc qui relèvent de l'urbanisme et qui ne sont pas limitées à la construction. Alors qu'en Suisse, certains cantons ont introduit une analyse des impacts environnementaux. On devrait aller dans ce sens. Et en parallèle, il faudrait rendre les études d'impact obligatoires pour les plus petites installations. Das gibt es in der Schweiz zum Teil als Wirkungsbeurteilung Umwelt in manchen Kantonen, aber das könnte ausgebaut werden. Und wir können auch mit den Schwellenwerten runtergehen. Zur Umweltverträglichkeitsprüfung gibt es das zum Beispiel bei einer Anlage mit 500 Parkplätzen.
La mesure 3.10 concerne les conditions cadres pour créer des villes ou communes neutres sur le plan climatique. Quel serait le premier pas à prendre dans ce sens-là? Et comment pouvons-nous mettre le processus en marche? Eine wichtige und gute Alors, Frage. celle-ci est une bonne question, Einerseits, une question importante. wir müssen En Suisse, nous die devons toutes Verbindlichkeit porter des mesures nécessaires. Et ça va marcher seulement s'il y a une prise de conscience de la population dans son ensemble sur l'urgence de cette crise existentielle. La forme qu'elle va prendre donc peut varier d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, même selon les pays. Donc les structures doivent être réinventées un peu partout. Pour vous donner des exemples, il y a des assemblées climatiques qui ont lieu à Bâle, dans les différents quartiers, dans le cadre de l'initiative Justice climatique. En Belgique, par exemple, il y avait des assemblées climatiques au niveau national. Des différentes approches sont possibles donc. Il y a une grande diversité de formats possibles. Il n'y a pas de recette patentée, mais il faut des espaces et ce que nous revendiquons avec notre mesure, c'est ça. Et puis il y a des initiatives qui viennent de la société locale, de la grève pour le climat par exemple, mais ils n'ont pas les espaces. Donc les communes et les églises qui ont ces espaces, par contre, pourraient les mettre à disposition. Donc, tout est disponible, mais un soutien de la part des autorités faciliterait énormément les choses. Et en fait, les initiatives peuvent venir d'en bas ou d'en haut. S'il n'y a pas d'initiative qui vient d'en bas, la commune est évidemment obligée de les lancer. Mais il faut également faire attention à ce que les autorités ne l'utilisent pas comme opportunité de chanter leurs propres louanges. Ces assemblées ne doivent pas être utilisées pour défendre les mesures et les objectifs actuellement proposés. Il faut toujours viser le zéro net en 2030 et la justice climatique. Et j'aimerais bien ajouter, la Suisse a besoin de 7 millions d'activistes pour le climat. Deux ou trois personnes ne vont pas suffire. Il faut vraiment intégrer tout le monde. Et puis, concernant la dimension locale, ce qui se passe au niveau local doit être façonné par les personnes qui vivent là. Mais quand même, l'aspect prioritaire de ces rencontres locales est de s'auto-organiser, de former des groupes, de créer une communauté pour ensuite œuvrer dans la même direction au niveau local, communal ou fédéral. Il ne faut pas penser qu'on peut résoudre tous les problèmes au niveau le plus local. Non, la plupart des problèmes ne peuvent pas être résolus à ce niveau-là. Mais c'est là qu'on peut commencer à s'organiser. Das Wichtige an diesen Prozessen vor Ort ist durchaus, sich zu organisieren, sich zu formieren, sich gemeinschaftlich zusammenzutun, um auch auf einer übergeordneten Ebene, eben auf einer kommunalen, kantonalen oder Schweinsebene nachher an einem Strang zu ziehen. Also wir dürfen nicht so quartiersbezogene Klimaversammlungen nur denken, ach, jetzt lösen wir oder fangen an, alle Probleme auf der kleinsten Ebene zu lösen. Da können wir nämlich den größten Teil nicht lösen. Ja, aber wir können dort anfangen, uns zu organisieren. Genau, und auch noch die Quartiere spielt die Maßnahme jetzt Donc, welche dans les quartiers aussi, la mesure 3.11, c'est important, elle prône l'organisation des villes de courte distance. Elle implique une refonte de l'urbanisme, de l'infrastructure et des services. Tu peux nous donner des précisions? Oui, dans le chapitre urbanisme, nous avons inclus seulement 2 ou 3 points, les autres étant sous mobilité, car c'est une vision qui existe depuis les années 80.
Les communes s'y adhèrent. On pense qu'en densifiant le tissu urbain et en variant l'usage de l'espace avec un bon réseau de transport public, on va créer une ville de courte distance. Mais en fait, on n'y arrive pas. Il y a toujours les pendulaires, les voyages loisirs, autant de raisons qui poussent les gens à se déplacer. Il faut plutôt analyser la vision de la ville de courte distance et choisir les mesures à appliquer. La plus importante est la réduction de la vitesse, mais c'est dans le chapitre mobilité, donc j'en passe. Nous voulons rendre les déplacements à pied plus attractifs et ça passe par une meilleure infrastructure pour les piétons. Les trottoirs qui te permettent d'aller autour du bloc ne suffisent pas. Les problèmes commencent quand on veut traverser la rue. Et le feu est ouvert pour les piétons, mais les voitures bloquent le passage. Peut-être qu'il n'y a pas assez de feux de circulation ou pas de priorité pour les piétons. Peut-être que les feux doivent être automatiquement ouverts pour les piétons et ouverts pour les voitures seulement sur demande. Actuellement, c'est l'inverse. Ou pourrions-nous même enlever les trottoirs? Quelle est la priorité donnée aux piétons dans l'espace public? Et des questions similaires se posent pour les vélos. Donnons-nous la priorité aux principales pistes cyclables pour le déblaiement de la neige? Si un concept est bon, en fait, il devient invisible. Mais il y a plusieurs aspects à considérer. L'infrastructure en soi n'est pas suffisante. Il faut aussi que l'offre soit bonne. Ici, nous parlons surtout de loisirs. Le travail et les logements sont traités dans un autre chapitre, en fait. Nous pourrions passer une bonne partie de notre temps libre dans nos quartiers. Mais à l'instant, la qualité de vie qu'il offre n'est pas suffisamment bonne. Ils sont souvent occupés et détruits par des voitures. Il faut les restructurer et le potentiel est grand. Il faut créer des offres d'activités accessibles à pied. Au lieu d'être obligé de se déplacer en voiture vers un grand centre commercial, et si les petits magasins meurent, on est vraiment obligé. On n'a pas de choix. On pourrait aller faire ses achats à pied, mais il faut créer l'offre. Il faut créer des activités de loisirs, des activités pour les familles qui sont accessibles à pied et pas excentrées en périphérie. C'est ça qui nous permet de réaliser la vie de courte distance. Tu as mentionné les emplois. Doivent-ils être aussi accessibles à pied? C'est souhaitable. Ici en Suisse, nous avons beaucoup de pendulaires qui parcourent souvent des grandes distances. Ils et elles se déplacent de Zurich à Berne ou de Zurich à Bâle ou de Berne à Lausanne ou même jusqu'à Genève. Et ce sont vraiment des grandes distances. Tout ça est possible grâce à l'infrastructure ferroviaire de qualité que nous avons en Suisse. Ce serait bien de réduire ces distances, mais c'est en fait traité dans une autre mesure. L'idée qu'il faut surtout abandonner est que si nous avons une zone à développer et nous attribuons 50% de l'espace à l'habitation et 50% aux emplois, les gens vont travailler là où ils habitent. Ça ne marche pas. Les preuves empiriques nous démontrent que ça n'est pas la réalité. La distance qu'on parcourt est une fonction du temps qu'on est prêt à passer pour se déplacer quotidiennement. Et en Suisse, la bonne infrastructure que nous avons nous permet d'arriver loin. La mesure 3.11 concerne surtout la mobilité.
Mais pour rester dans le domaine de l'urbanisme, pour faciliter les distances courtes, il faut une utilisation mixte des sols. Avec les plans de zone actuellement en vigueur en Suisse, ce n'est souvent pas possible. On ne peut pas nécessairement placer des petites entreprises dans une zone résidentielle. Est-ce que tu penses qu'il faut totalement repenser l'urbanisme en Suisse par conséquent? Grundsätzlich glaube ich nicht. Im Non, manchen pas Bereichen totalement, schon. mais dans certains aspects, oui. Letztlich bilden die Beaucoup des städtischen instruments de l'urbanisme Ordnungsdokumente reflètent la eine division de l'usage enge du territoire. Nutzungstrennung ab. On dit souvent que ça remonte à la charte Jahrzehnte d'Athènes, zurück mais la charte sicher d'Athènes contenait beaucoup plus Stadtbereiche que seulement cette andere division du Städte territoire adapté à la voiture. die Euh, Nutzungstrennung. Da geht's alors, la charte da geht's auch um parlait d'un ordre de base ja, da juste geht's et beaucoup, beaucoup um plus. eine Il ne gesetzliche faut pas Verordnung, die totalement repenser les plans de zone, je pense. Il y a beaucoup de zones où l'usage die mixte est permis. Par contre, c'est Raumplanung vrai que les regeln industries qui sollte. produisent Es gibt les viele émissions sonores ou Zonenbestimmungen, d'odeurs sont situées aber dans es des ist zones durchaus qui ne sont nicht pas ganz habitées. falsch, dass Vivre Industrie avec du bruit n'est pas agréable, donc on Emissionen crée des zones mit où on peut faire du bruit. Körperluftbelastung und so weiter, aber auch Lärmbelastung, dass die in Zonen sind, wo es nicht Sinon, il gewohnt ist, faudrait des mesures très was exigeantes en matière de Lärmbelastung construction angeht und pour réduire ces émissions sonores, et ce n'est pas vraiment nécessaire. sonst ist die Konsequenz, man muss mit baulichen Maßnahmen Il alles y a machen, des was zones ein où mögliches l'habitation et les petites entreprises coexistent, Wir mais haben chaque durchaus canton a ses propres lois sur la construction. Chaque Kleingewerbe, commune son wo plan de zone. ist. Il faudrait Natürlich regarder kann man auch plus précisément au cas par cas. jetzt das Mais il y a Pauschalrezept quand gibt. même certains Die endroits, Kantone haben certains unterschiedliche cantons, Baugesetze, où on die pourrait Kommunen haben certainement unterschiedliche voir si la Zonenbestimmungen, création de zones à usage Bauvorgaben. mixte Aber pourrait diese être facilitée Baukonzepte oder sans sollten déranger les résidents. manchen Orten und Kantonen geschaut werden, ob eine Nutzungsmischung bezüglich gerade gewerblicher, nicht störender Nutzung mit Wohnen, ob die erleichtert ermöglicht werden kann. Ja, das macht durchaus Sinn. Die Maßnahmen sollen ja auch ein Oui, qualitatives ça a du Leben sens. ermöglichen. Les mesures sont conçues pour que nous vivions bien dans nos logements. Les idées semblent porter sur l'usage intensif de l'espace. Quelle est la vision pour les zones rurales traitées dans la mesure 3.12? Et quelles sont les chances et les opportunités que présentent les espaces moins Wir haben bewusst densément bâtis? diese Maßnahme auch für die ländlichen Räume mit Alors, aufgenommen, cette mesure est es pertinente ist aussi so, pour les zones rurales. Nous portons nos regards souvent exclusivement aux villes. Nous pensons que tout doit se passer dans les villes, mais la réalité aujourd'hui est que la société est concentrée dans les villes. Même dans les villes, nous n'avons pas affaire avec une société rurale, mais une société individualiste marquée par le rythme des villes. irgendwo töricht zu sagen, alle Transformation muss in den Städten geschehen. Nein, sie muss auch auf dem Land geschehen, in den ländlichen Räumen, in den periurbanen Räumen. Serait-il une erreur de prétendre que toute transformation doit avoir lieu en ville? Auszulösen, wo Ben non, was für parce que Potenziale les sich transformations doivent s'opérer en ville, wenn mais wir aussi en périphérie et dans les zones rurales. Geschosse, das hat ein Dach, Et nous recommandons aux communes d'identifier le potentiel disponible quand ils font leur plan de développement. auf dem Land kann das Dach Si j'habite en ville, je suis par exemple dans un immeuble à 6 étages avec un toit, avec 40-50 habitants et habitantes. Il n'y a pas assez d'espace sur le toit pour fournir de l'énergie solaire pour tous et toutes les habitants et les habitants. andere Reste gemeinnütziger Une maison unifamiliale à la campagne peut s'auto-approvisionner en énergie solaire et fournir de l'énergie à d'autres familles en plus. Fahrgemeinschaft und so weiter, Et ceci est un potentiel très particulier. deswegen braucht es da Les gerade jardins, ils sont plus grands à la campagne et ceci est une autre forme d'approvisionnement qui est possible. Maßnahmen an dem, wo wir betroffen sind, La contribution de la campagne est différente de celle de la ville. Il y a parfois des vestiges de structures communautaires qu'on pourrait réactiver, par exemple pour gérer le magasin du village comme coopérative.
Il y a peut-être le potentiel du covoiturage à activer et bien plus encore. Il faut utiliser les plans de développement des communes pour aller dans ce sens et les associer aux mesures d'adaptation au changement climatique pertinentes à celles et ceux qui sont directement touchés. Et si les gens sont directement touchés, ils vont également être plus ouverts à l'enjeu du climat en général. La mesure 3.14 concerne les politiques de logement et propose une transition juste. Hmm, La mesure contient l'expression gentrification du faible carbone. Tu peux nous expliquer ce qu'il implique? Oui, avec plaisir. La gentrification ou l'embourgeoisement signifie que les gens sont obligés de quitter leur lieu de résidence et d'aller habiter ailleurs à cause de l'augmentation des loyers. Donc, les gens doivent quitter les centres-villes et aller vivre en périphérie. Et là, ils sont défavorisés, entre autres parce qu'ils doivent acheter des services de mobilité dont ils n'avaient pas besoin avant, quand ils pouvaient se déplacer à pied. La valorisation de la vie en ville se reflète dans le prix du foncier et c'est un marché qui exclut certaines personnes. Parfois, c'est la conséquence d'un assainissement car les propriétaires peuvent décider d'augmenter les loyers pour financer l'assainissement après coup. Avec les hausses du prix du carburant, certaines personnes qui habitaient à la campagne décident que ça ne vaut plus la peine financièrement et reviennent en ville. Et nous avons toujours le problème que les offres d'emploi en ville dépassent largement le nombre d'habitants. Donc, une portion des employés vient des zones rurales. Et si les coûts de la mobilité augmentent, de plus en plus de gens vont éventuellement vouloir venir en ville, ce qui pourrait générer une concurrence effrénée en ville, liée à la pauvreté en carbone. Les mesures pourraient pousser plus de gens à vouloir vivre près de leur travail et s'y rendre à pied. Et il y a des instruments qu'on peut utiliser pour éviter ce scénario. Il ne faut pas forcément que les assainissements entraînent une hausse des loyers. On pourrait dire que tout le monde a d'habiter dans un logement assaini, que le ou la propriétaire a le devoir de tenir les émissions de CO2 sous contrôle. Il y a plusieurs modèles de soutien financier possibles. Par exemple, le modèle viennois. Il y a toute une gamme de mesures possibles et dont la mesure 3.14, nous donnons juste des exemples. Ce sont des mesures accompagnantes pour rendre la transition juste. Das ist gleich eine gute Überleitung zu einigen Abschlussfragen. Und zwar einer der Merci. großen C'est Forderungen un ist ja idéal point de départ pour les questions que nous posons en guise de conclusion. L'une des revendications principales du mouvement est la justice climatique. oder was bedeutet Tu considères que les mesures détaillées sous la mesure 3.14 vont-elles dans le sens de ce principe? Et qu'est-ce qu'est la justice climatique pour toi personnellement? C'est un concept extrêmement complexe et multidimensionnel. Il faut commencer en reconnaissant que nous ne vivons pas, que nous n'agissons pas dans le sens de la justice climatique à présent. Nous vivons dans le sens inverse parce qu'avec nos actes, nous créons de la souffrance pour les générations suivantes, mais aussi dans d'autres régions, parce que les gens souffrent de la sécheresse, perdent leur travail et doivent quitter leur région. Nous produisons de la souffrance. C'est important. Pour la transition qui va venir, le devoir d'agir selon le principe de la justice climatique est très important. Il faut le garder à l'esprit parce que les émissions générées par la Suisse, pardon, à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour faciliter notre consommation sont du même niveau que les États-Unis, le Canada et l'Australie. Nous sommes parmi les premiers et premières émetteurs et émettrices. Il faut reconnaître qu'au niveau mondial,
10% des gens sont responsables de 49% des émissions de CO2 et 50% des gens sont responsables de seulement 10% et que nous appartenons aux premiers et aux premières. Donc, nous avons une forte responsabilité de contribuer grandement et rapidement à la résolution du problème. Et deuxièmement, regardons la distribution des émissions à l'intérieur de notre société. Les riches prennent plus de vols, ont souvent plus de voitures. Certaines personnes ont un train de vie plus écocide et une plus lourde responsabilité que d'autres. Il faut le prendre en compte. Et en ce qui concerne les impacts des mesures, les riches peuvent se permettre plus facilement de garder un grand appartement, de payer plus pour le carburant. Donc, la justice climatique est un point de référence important pour garantir que les mesures soient socialement justes. Sinon, on aura un mouvement comme les Gilets jaunes, où celles et ceux qui sont les plus touchés vont attaquer les mesures climatiques. Et puis, nous n'allons pas réussir à la transition écologique. Donc, la justice climatique est un prérequis de la protection du climat. Donc, ça vaut vraiment la peine et j'apprécie énormément que le mouvement climatique ait adopté la justice climatique comme revendication centrale et ne se limite pas à la protection climatique et l'adaptation. C'est la justice climatique qui va décider si on réussit ou pas. Klimabewegung hier zu ihren Kernforderungen eben Klimagerechtigkeit zählt und nicht nur irgendwie Klimaschutz und Klimaanpassung. Und Klimagerechtigkeit ist das, woran alles scheitern wird oder nicht. Jetzt noch zum Abschluss, welche Maßnahme oder welchen Aspekt Et quelle mesure considères-tu la plus importante ou souhaitée depuis le plus longtemps? Generell aus unserem Raumplanungskapitel oder überhaupt? Also ich sage Dans notre chapitre aménagement du territoire ou en général? En général. Je trouve que le plus important, c'est que nous devons reconnaître l'urgence de la situation. Il n'y a presque pas de négationniste du changement climatique ici, mais dans le courant politique dominant, l'urgence n'est pas reconnue. La stratégie climatique du Conseil fédéral pour 2050 prévoit d'émettre 3 fois plus qu'on peut se permettre. Ça va à l'encontre des accords de Paris. Il faut reconnaître l'urgence. Il faut abandonner ces mythes que le marché ou les nouvelles technologies vont nous sauver, ou qu'il faut être juste un peu plus économe. Il faut être conscient et consciente de l'urgence et avouer notre responsabilité. Et souvent, ça fait mal, et donc on ne l'accepte pas. Mais c'est l'essentiel, parce qu'il faut tenir absolument à trouver les solutions. Si on les veut tellement, on les trouvera. C'est ce que le CAP démontre. Il sera essentiel de remplacer, d'éliminer le chauffage fossile du parc immobilier. Donc de remplacer tous les systèmes de chauffage à gaz ou au mazout avec une solution neutre en CO2, comme les pompes à chaleur. Mais il faut aussi réfléchir à comment nous vivons. Nous devons être plus modestes et ne pas nous déplacer si loin au travail. Et je suis sûre que la pandémie nous a montré ce qui est possible dans ce domaine. Il faut créer une culture de la construction qui évolue vers une culture compatible avec les exigences du futur. C'est une expression de grande portée et ça n'implique pas qu'une personne,
pas que l'architecte, pas que le maître d'ouvrage. Ça implique toutes et tous celles et ceux qui travaillent dans la construction et toutes et tous celles et ceux qui utilisent ces services. C'est une question de culture. Pour y parvenir, il faut sensibiliser tous les acteurs et montrer que c'est possible de se lancer sur le chemin pour devenir positif en matière du climat aujourd'hui et au moins de le réaliser en partie, peut-être pas aujourd'hui, mais après-demain. C'est un processus que nous devons engager aujourd'hui. Et c'est un processus prometteur. Hast du dazu vielleicht noch ein Abschlusswort oder auch ein Appell? Souhaitez-vous dire quelques mots en guise de conclusion? Un appel aux auditeurs et aux auditrices? Je veux qu'il y ait une reconsidération et une prise de conscience quant à la gravité du changement climatique et que nous partions à la recherche de solutions qui existent et que nous ayons le courage d'appliquer les solutions disponibles. Nous avons une opportunité unique d'arrêter le dérèglement climatique. Il faut la prendre. die einmalige Chance, diese Klimaüberhitzung zu stoppen. Und das müssen wir tun. Mein Appell an die Zuhörenden ist, Oui, moi j'ai un appel aux auditeurs et aux auditrices. Il faut être tenace si on milite pour le climat. Je le fais depuis 20 ans. Trop peu s'est passé, mais il y a des choses qui se passent, et seulement quand nous luttons. Nous avons vu dans l'Union européenne que c'est possible de réaliser un objectif bien plus ambitieux. Je souhaite la même chose pour la Suisse. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui est qu'autant de personnes que possible s'engagent pour le climat. möglichst viele Leute aktiv im Schutz sich aktiv engagieren zum Schutz des Klimas. Ja, danke für dieses passende Abschlusswort und vielen Dank für die Mitarbeit. Alors, merci beaucoup d'avoir collaboré au CAP et de nous avoir donné ces précisions supplémentaires dans ce podcast. Une information pour les auditeurs, auditrices, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours les envoyer à notre adresse email cap@climatestrike.ch ou si nous avons suscité un intérêt plus profond, vous pouvez lire ce chapitre dans son entier sur www.climateactionplan.ch. Le prochain podcast va paraître dans 2 semaines.